bonsoir à tout le monde. Merci de participer à la première webinaire, première table ronde connectée, organisée par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. C'est une première et c'est aussi, je dirais, tout est nouveau en fait, parce qu'une agence de reforestation, c'est inédit dans le monde, hein, je dirais même carrément dans le monde, parce que le Sénégal est un des pionniers dans ce domaine-là, a créé une agence spéciale pour la reforestation. Donc voilà, donc déjà c'est une première dans tous les sens. Donc bienvenue à tout le monde. Merci de participer à cette table ronde. Avant de rentrer dans les détails, je pense que Karine le fera. Juste pour vous expliquer rapidement, en fait, aujourd'hui, on ne parle pas spécialement de la reforestation. On est sur un projet bien spécial dont le thème, comme vous le savez, est design, ingénierie et réveil des traditions. Pourquoi? Parce que l'Agence de la reforestation et de la Grande Muraille Verte a décidé de mettre en place un programme de résilience économique et sociale, notamment qui va concerner le Covid-19 qui est actuellement en cours. Hein. Donc c'est un programme, comme j'ai dit, de résilience économique et sociale pour lutter contre quelque part la famine. Et ce programme va permettre de mettre en place des solutions alimentaires et sanitaires pour les communautés dans une perspective locale et écologique. En gros, Karine rentrera plus dans les détails, c'est permettre aux gens, comme le titre l'indique, de mettre en place des toluka en Wolof ou des food forests. Voilà. Donc, principalement en milieu rural, mais aussi en milieu urbain. Et donc, l'idée, c'est de créer un modèle d'agro-écosystème traditionnel, donc destiné à la production de fruits, légumes et de plantes médicinales. Voilà. Donc, on a un programme qui est très intéressant et on a des invités dont on ne vous dira pas leur rôle spécifique. Ils se présenteront et vous verrez qu'au sortir de cette réunion, l'idée, c'est qu'on apprenne tous un petit peu plus sur ce qu'est le food forest, le toluka, et qu'on puisse avoir un tutoriel qui servira aux populations pour mettre en place leur tol. Donc, tout d'abord aux intervenants, merci d'utiliser des mots qui vont pouvoir être compris par tout le monde. Pour ceux qui suivent cette table ronde-là, n'hésitez pas à poser des questions. Il y aura un moment qui sera destiné, en milieu de réunion, qui sera destiné aux questions, donc n'hésitez pas. Et aux intervenants également, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais il peut arriver aussi que pour qu'on respecte le timing, que j'ai parfois malheureusement à vous couper la parole. Voilà, donc on a un gros planning. Donc là, on va passer tout de suite à la première étape, qui est de donner la parole à notre très chère directrice des écovillages, Madame Karine Fakouri, qui va nous faire une petite présentation de tout ceci. Karine, à toi la parole. Merci beaucoup, Mamadou. Pour te présenter aussi, oui. Pour dire que Mamadou Sakho, c'est un grand activiste légal quand même. Donc, merci beaucoup de nous aider à créer ce premier webinaire parce que c'est le premier d'une longue liste de webinaires que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, Mamadou nous donne de concept. Mamadou, c'est un écologiste, un environnementaliste. Tu m'entends bien? Je te vois ici. Oui, en fait, est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu plus peut-être de l'écran et voir ta connexion parce que ça coupe un petit peu. Ok. Moi, j'ai une bonne connexion. Ça va comme ça? Ça va mieux, on entend mieux la voix déjà. D'accord. Donc voilà, juste pour te remercier, Mamadou, tu es un écologiste parmi les écologistes du Sénégal et c'est important pour moi que tu interviennes aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, comme l'a dit Mamadou, donc mon nom c'est Karine, je suis native du Sénégal et je suis directrice des écovillages et des filières vertes dans le cadre de la toute nouvelle agence de reforestation du Sénégal. C'est l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Alors, nous aurons vraiment l'occasion lors de prochains webinaires de revenir sur les concepts de l'agence sénégalaise de la reforestation. Moi, je me demande même si ce n'est pas une première mondiale. Je connais beaucoup d'agences d'évaluation, d'agences techniques, mais des agences de reforestation, je n'en connais pas beaucoup. Et nous aurons l'occasion de revenir aussi sur ces concepts novateurs d'éco-village et de filière verte. Alors, je dis novateur, on entend ça depuis longtemps maintenant, mais ça reste novateur parce que ce sont des concepts qui sont en
constante évolution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous souhaitons particulièrement commencer à développer avec vous, avec en fait tous les citoyens qui peuvent, qui veulent, le programme Tolooker de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte qui est mené par la direction des éco-villages. Alors, on l'a appelé programme Tolooker, pour la légende en fait, parce que dans nos villages en Afrique et au Sénégal en particulier, nous avons la coutume d'avoir comme une espèce d'arrière-cour derrière les maisons. Et c'était l'endroit de prédilection pour cultiver. En fait, c'était la cuisine, hein, c'était des concepts du potager à l'assiette. C'était donc en fait les mamans du foyer qui s'occupaient de ces Tolookers. Et donc en fait, on a voulu l'adapter au concept que je vais décrire maintenant. En fait, peut-être que pour en introduction, ce que j'ai envie de dire, c'est que les solutions écologiques sont au cœur de ce qui se passe au niveau du Covid et au niveau de ces virus, comme elles l'ont toujours été pour toutes les catastrophes sanitaires, jusqu'à ce qu'on comprenne. Ça a toujours évolué comme ça, jusqu'à ce qu'on comprenne, on a presque envie de dire, et jusqu'à quand. Alors pourquoi une urgence de créer ce concept de Tolooker? C'est urgent parce que on s'est vite rendu compte que si on devait être en confinement pendant plusieurs mois d'affilée, eh bien, il risquait d'y avoir une famine. Et qu'on pouvait y répondre effectivement en leur envoyant des paquets de riz, des paquets de pâtes, etc., mais que ce n'était pas suffisamment résilient quand même. Vous serez d'accord avec moi. Et on s'est rendu compte aussi que dans le programme des éco-villages de façon générale, il est question dans les villages écologiques de créer ce qu'on appelle des forêts nourricières et des forêts médicinales. Alors, ce n'est pas une forêt nourricière d'un côté et une forêt médicinale de l'autre. C'est, dans le concept de la permaculture, un espace qui pourrait ressembler à un Tolooker, comme ça pourrait ressembler à 2 ou 3 hectares de jardins partagés, peu importe. Mais on n'est pas sur des grandes superficies. Les actions de reforestation de l'agence, vraiment, le but, c'est de reforester tout le Sénégal. Là, nous sommes sur des micro-modèles. Et dans ces micro-modèles, en fait, tous les intervenants de ce soir vont le développer bien mieux que moi. On va multiplier les espèces entre elles, parce que la permaculture, c'est ça, c'est d'associer les plantes entre elles qui se soutiennent mutuellement et qui créent des forêts nourricières. C'est-à-dire que lorsqu'on va rentrer dans ces espaces, on va pouvoir se nourrir et se guérir naturellement. Et c'est comme ça que ça fonctionnait d'ailleurs, en fait, avant qu'on arrache tout, en fait. Et non seulement on va pouvoir se nourrir et se soigner, mais donc on va parler de se nourrir en termes de souveraineté alimentaire et non pas en termes de sécurité alimentaire. Et en fait, en parlant de se nourrir, on va faire une guérison de soi et une guérison pour l'environnement. Parce que lorsqu'on va créer une forêt nourricière mélangée à une forêt médicinale, eh bien, si un enfant passe, il peut cueillir, manger. La cuisinière peut cueillir et faire à manger. On est au-delà de la survie, on est dans la souveraineté, parce que ce sont des techniques qui vont permettre à ces forêts de s'auto-régénérer d'elles-mêmes. Donc, on n'est pas dans des programmes, lorsqu'on parle de Tolooker, là, la saison des pluies approche, donc tout le monde prépare les champs. On n'est pas sur des programmes de monoculture céréalière pour être sûr d'avoir un grenier de riz ou un grenier de mil. Bien sûr que ça, c'est important, mais cela dépend surtout des ministères qui ne sont pas les nôtres, notamment le ministère de l'Agriculture, et nous serons toujours en appui par rapport à ce genre de programme. Là, il s'agit de partir sur des micro-modèles qui vont nous permettre en fait de régénérer le tissu forestier et même de découvrir ce qu'est à nouveau un tissu forestier. Donc, on guérit la terre, on guérit les hommes, on les rend autonomes et en plus, on ne se posera plus la question de savoir, par exemple, où est-ce qu'on peut trouver de l'artémisia. Alors, je fais exprès de citer cet exemple d'artémisia pour vous dire aussi que la solution unique ne sera jamais une solution écologique. Recréer ce tissu forestier et recréer des forêts comestibles et des forêts nourricières que vont développer les intervenants vraiment de qualité qui vont être là tout à l'heure. Ils sont de qualité parce que ce sont des gens d'expérience et ce ne sont pas juste des expertises universitaires. Et c'est ça qui nous intéresse, surtout sur le sol sénégalais. Donc en fait, eh bien, j'ai perdu le fil de ma phrase. Oui, c'était pour dire eh ben, je ne sais pas. Donc je vous laisse la parole.
Qu'est-ce que je disais? Quelqu'un peut m'aider? Bon, c'est OK. L'une des dernières choses que tu as dites, Karine, c'est ce qui est unique n'est pas écologique. Ah oui, voilà, merci beaucoup Renaud. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on se demandait s'il nous fallait un vaccin et puis on se demandait s'il nous fallait de l'artémésia ou je ne sais quoi. En réalité, il faut vraiment maintenant s'intéresser aux cliniques de santé et sortir des cliniques de maladie. Parce qu'une bonne santé, c'est un rythme de vie, c'est une hygiène de vie qui fait que ce qu'on ingère, en fait, est naturellement médicinal. Et c'est parce que c'est diversifié, c'est comme la biodiversité, c'est pareil pour notre corps, que nous sommes en pleine santé et que nous protégeons notre immunité. Alors l'artémésia, bien sûr, en Afrique, c'est important, mais ce n'est pas une solution unique. C'est un ensemble de facteurs, une qualité d'air, donc la forêt nourricière va permettre dans les villages déjà de traiter une qualité d'air, c'est la qualité de l'eau, ça c'est un autre problème, on en débattra plus tard, mais c'est aussi tout ce que nous allons ingérer, et donc faisons juste attention dans ces forêts nourricières de mettre des espèces qui, en cas de surdosage, parce que le réflexe est encore là malheureusement, ne sont pas nocifs. Voilà, merci beaucoup. Voilà Karine, merci beaucoup, merci pour ces explications. Donc j'ai bien retenu le tissu forestier, donc permettre au-delà de créer des espèces qui vont permettre aux populations de s'auto-nourrir, d'autoproduire ce qu'ils vont manger en fait, c'est de créer aussi un tissu forestier, de guérir la terre et de guérir les hommes à travers les différentes espèces qu'on va planter. Donc voilà les termes en tout cas qui sont revenus, nourrir, soigner et souveraineté alimentaire. Donc sans plus tarder, souveraineté alimentaire, c'est bien ça. Sans plus tarder, on va donc donner la parole à Kevin, qui va déjà nous se présenter, hein, et qui va un petit peu plus rentrer en détail dans les espèces en fait qu'on va pouvoir avoir à travers ce programme-là, et nous parler par exemple des 7 couches de permaculture et des différentes techniques. Donc Kevin, à toi la parole. Donc, bonsoir à tous. Moi, pour une présentation rapide, mon humble expérience dans ce qu'est la forêt, la renaissance d'une forêt, bon, c'est la réserve de Bandia en particulier, parce que c'est une réserve dans laquelle j'ai eu la chance de grandir, donc qui est partie de rien et qui a vraiment repris le cours de sa vie, on va dire. Donc, c'est le tissu forestier dont parlait Karine qui a progressivement commencé à reprendre la place. Et en plus de ça, j'ai suivi une petite formation au Canada en permaculture qui me donne certaines notions de base que je cherche vraiment à adapter à notre pays, qui est le Sénégal. Donc, je vais partir sur ce premier point déjà, qui est ce tissu forestier. Donc, comme Karine l'a dit, on cherche d'abord avec le projet Toluker de, oui, guérir les hommes, nourrir les hommes, mais avant tout ça, il faut d'abord guérir la terre, qui est la première étape, dans la mise en place d'une permaculture ou d'une autosuffisance alimentaire. Et un de nos outils clés pour la guérison de la terre, c'est bien sûr l'utilisation d'arbres, de sorte à redonner la vie à la terre. Et certaines espèces d'arbres qui poussent vraiment très rapidement, qui nourrissent le sol, parce qu'il y a certains arbres, comme les arbres fruitiers, qui vont prendre de l'énergie dans le sol, prendre des nutriments dans le sol. Donc, si ce sol-là n'est pas nourri, si cette terre-là n'est pas guérie, elle ne pourra pas fournir convenablement ces différents arbres qui ont besoin de ces nutriments. Donc, je vais juste balancer à la volée certaines espèces d'arbres qui pourraient vraiment nourrir le sol. Donc, on va retenir la famille des Fabacées. C'est une famille qui est facile à remarquer de par ces petites feuilles d'arbres. Donc, il y a l'acacia, il y a le sénat, le parkinsonia. Donc, ce sont des arbres qui ont des utilités diverses. Donc, elles servent déjà à nourrir le sol. Je parlerai d'une technique qui peut accélérer encore le processus de redonner la vie au sol. Mais ces arbres-là vont capter des nutriments majoritairement dans l'air pour les incorporer dans le sol, de sorte à nourrir tous les arbres qu'on va planter autour. Donc, ce sont des arbres en général à croissance rapide, bien adaptés à notre climat, donc un climat semi-aride, qui fait que
ces arbres poussent rapidement, donnent de l'ombre aux différents terrains où on est, de sorte à ce que les arbres qui ont une croissance un peu moins rapide, comme les agrumes, comme on va prendre comme exemple, on a la noix de cajou, ou d'autres arbres qui vont vraiment servir à nourrir les populations directement, ça leur crée un tissu ombragé pour leur laisser le temps de pousser. Donc ces arbres peuvent aussi servir au fourrage des animaux, parce que ici, dans les pays subsahariens, on a beaucoup d'éleveurs, donc c'est leur donner une solution aussi aux personnes qui élèvent du bétail, mais d'avoir une source de nourriture aussi pour leurs animaux, de sorte à ce qu'ils n'aient pas à se déplacer et à vraiment entretenir la terre et redonner vie à la terre. Donc c'est ça. Donc ces différents arbres vont vraiment permettre de nourrir le sol, nourrir les animaux. Et si on part sur d'autres arbres qui peuvent servir et à nourrir le sol et à nourrir les animaux, comme le néré ou le solum, qui sont des arbres de chez nous, ou même le baobab, le tamarinier, sont tous des arbres qui vraiment servent aussi à nourrir les hommes. Donc ils ont des utilités multiples et sont vraiment adaptés à un climat, on va dire, semi-aride, voire pratiquement désertique aujourd'hui au Sénégal. Donc, ce sont des arbres qu'on va vraiment forcer sur le terrain, de sorte à ce que progressivement, on les diminue pour laisser la place aux autres arbres qui poussent. Il y a aussi différentes sortes d'alliages de plantes, comme parlait Karine. C'est redonner vraiment moi je pars du principe que plus il y a de vie dans le sol, mieux c'est. Donc certaines plantes pourraient entrer en compétition entre elles, mais au final elles retourneront sur le sol, donc finiront par renourrir ce sol-là. Donc il n'y a rien qui se perd, il n'y a vraiment rien qui se perd, tout repart au sol. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu plus des 7 couches dont on parlait. Donc, les arbres font partie des plus grandes couches, des plus grandes couches du modèle d'une forêt. Mais il y a aussi différents alliages de plantes potagères qui serviront réellement à nourrir les hommes, mais aussi à les soigner. Donc, vraiment, ça serait arrogant de dire que c'est le modèle à suivre. C'est vraiment controversé par beaucoup de monde. Mais encore une fois, je pense que la chose qui marche le plus, c'est de donner le plus de choses à la terre et de voir ce qu'elle nous retourne le mieux. D'autant plus que d'année en année, les différentes plantes qui poussent dans différents milieux s'adaptent à ces milieux-là de génération en génération. Donc vraiment, c'est apporter une diversité au sol et laisser les plantes s'adapter à ce milieu-là et vraiment sélectionner par sur l'artémisia, une plante qui est une plante arbre qui sert vraiment de fourrage et qui est un très bon médicament ou un très bon produit pour l'homme, c'est le nîmes aussi. Donc c'est un grand arbre qui nourrit le sol, mais qui peut être toxique pour l'homme à certaines doses. Donc vraiment, c'est à prendre avec des pincettes et vraiment utiliser à bon escient. Donc je vais donner quelques exemples rapides, puis après parler des techniques, parce que je pense que c'est vraiment ça qui est important. Donc on va prendre un exemple d'alliage de plantes qui sont précisément là, on va prendre un exemple de céréales, qui est la plante principale pour le maïs. Tu as 5 minutes, Kevin. C'est bon. On peut la faire pousser avec la courge qui va pousser sur le sol, donc couvrir le sol. Ah oui, quelque chose qui est très important vraiment, c'est la couverture du sol. C'est le plus important, je dirais. C'est la couverture du sol. Pourquoi? Pour ne pas que le soleil tape directement sur le sol. Donc, si le soleil tape sur le sol, il sèche le sol. Donc, on perd de l'humidité et c'est dans une zone aussi aride que la nôtre, c'est vraiment une denrée assez rare. Donc, pour un petit exemple rapide, le maïs, lui, va être une plante qui va pousser en hauteur. La courge va être une plante qui va pousser sur le sol, donc couvrir le sol. Et le haricot ou le niébé dans notre pays va grimper sur le plant de maïs. Donc, c'est à peu près
un modèle comme ça qu'on veut installer et un alliage de plantes similaires qu'on veut installer. Donc, c'est des plantes qui poussent à hauteur différente, donc qui ne font pas la compétition pour le soleil, mais leur réseau racinaire aussi réagit de la même manière. Ils sont à profondeur différente dans le sol, donc servent à remonter certains nutrients du sol ou à en mettre dans le sol. Et pour une technique vraiment très importante, pour tous les arbres qu'on va laisser pousser pour nourrir ce sol, je partirai sur une première technique à présenter qui est de couper et de laisser au sol. Donc, il y a certaines branches de ces arbres qui vont servir, oui, de fourrage ou de bois de chauffe, mais le principal but de ces arbres, c'est de redonner de la vie au sol. Donc, c'est de couper ces arbres et juste les laisser dans le sol pour leur laisser le temps de se décomposer et de nourrir ce sol-là, de sorte à ce que toutes les plantes autour puissent en profiter. Et à chaque fois qu'on récolte quelque chose de la parcelle, admettons qu'on a planté les tomates, qu'on récolte les tomates, que le plant arrive à sa fin, c'est le couper et le laisser au sol, de sorte à vraiment créer un tissu, une couverture de sol et laisser la décomposition se faire pour renourrir ce sol-là. Et une autre technique dans un pays aride comme le nôtre qui a été déserté et désertifié par la coupe du bois, c'est vraiment un trou dans le sol dans lequel on cultive. Et je pense que Bertha pourra nous en parler plus tard parce que je sais que c'est une technique qu'elle a utilisée. Donc, qui permet vraiment de décompacter le sol et de sorte à remélanger la terre présente avec du fumier et des plantes, de la matière organique pour vraiment lui redonner de la vie. Donc, je pense que j'ai fait le tour assez rapidement et je vais laisser la parole à mon prochain. Tu es très bien dans le timing, Kevin. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, pour résumer rapidement, en fait, l'idée, c'est vraiment de, pas forcément au départ choisir ce qu'on plante, mais c'est de tester son sol, en fait, si j'ai bien compris. C'est planter et voir. Après, on peut aider le sol en lui préparant une couverture de sol favorable avec la technique dont tu as parlé, le fait de couper et de laisser au sol, le fait de faire un trou, par exemple, pour avoir une décomposition des sédiments. Mais l'idée, c'est de ne pas forcément aller vers une culture spécifique et essayer et tester, c'est ça? C'est ça. Moi je pars vraiment du principe que plus il y a de diversité, mieux c'est dans le sol. Très bien. Un maximum de plantes et un maximum de vie au final dans ce sol-là. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Kevin, pour ton intervention. On va revenir sur les questions, certainement. Il y a des questions qui vont être posées. On aura un moment où on demandera à ceux qui veulent de poser leurs questions. Là, on va passer la parole à Lutfi Derwish, qui fera sa présentation et nous parlera de manière plus spécifique du principe de Food Forest, avec des exemples précis, et de nous donner les différents types de sols qui sont utilisés pour ce type de projet. Donc, Lutfi, à toi la parole. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Alors moi, mon expérience, elle est une expérience d'entrepreneur agricole. Et j'ai travaillé dans le sud du Sénégal, dans la région de Kolda et vers les villes de Vélingara et autour du pont de Gouloumbou. Et c'est de là que j'ai fait mon expérience agricole, bien que je sois architecte de formation. Et amoureux de la terre, de l'environnement évidemment, du Sénégal et surtout de la région dans laquelle je suis entrepreneur agricole, donc dans le sud-est du Sénégal. Alors, déjà, je voudrais revenir pour essayer de faire un lien avec ce qui a été dit avant moi. Je ne vais pas tout répéter, mais je vais juste dire une chose que j'ai beaucoup appréciée et que Karine a dit et qui pour moi est très importante dans le cadre de Tolucœur et qu'il faut retenir. Quand tu dis, Karine, produire de l'artémisia au lieu de la chercher, c'est évident que Tolucœur, l'objectif ultime finalement, c'est d'être indépendant, de trouver dans son jardin ce dont on a besoin pour vivre. Et aujourd'hui, dans cette situation de Covid, dire cette phrase, pour moi, est très importante, non seulement pour comprendre le projet de Tolucœur, mais pour comprendre qu'on ne peut plus continuer à être tout le temps dépendant d'une épicerie, d'un supermarché, de produits qui viennent de l'étranger, etc.
Et donc, c'est une phrase que j'ai beaucoup aimée. Ensuite, je vais enchaîner avec l'importance du discours de Kevin, parce que sans arbre, il n'y a pas de sol. Il faut que les gens sachent que le sol disparaît, que le sol meurt. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un sol. On pense que par terre, il y a de la terre et que cette terre sera toujours là. Ce n'est pas vrai. Sans arbre, le sol meurt. Et si le sol meurt, la vie meurt. Et nous vivons, nous les êtres humains, entièrement d'oxygène qu'il y a dans l'air, produit par les arbres, et des plantes et des légumes et des fruits qui poussent sur ce sol. Donc, sans sol, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'oxygène, mais sans sol, il n'y a pas à manger. Et évidemment, dans le monde dans lequel on vit, il faut le rappeler, s'il n'y a pas de sol, nous mourrons. Donc, il faut aller droit à l'essentiel. Donc, d'où l'importance du discours de Kevin. Et pour qu'il y ait un sol et qu'il y ait des arbres et des plantes saines, il faut de la diversité. Et ça, je trouve ça tellement important que je répète ce que Kevin a dit aussi. Donc, pour aller droit au but maintenant, et peut-être que je vais sortir un peu de la thématique qu'on m'a définie, je suis désolé, bon. La food forest, c'est à peu près ce que Kevin a dit déjà, parce que dans les forêts, il y a de la diversité. Et ce dont il a parlé, Kevin, de recréer cette biodiversité, c'est de recréer ce qui existe déjà dans les forêts. Et donc, la meilleure manière de parler des food forests, c'est de parler de la diversité des plants, des arbres dont on a parlé tout à l'heure. Et évidemment, parler des arbres locaux. On ne peut pas parler de food forest de manière générale. Une food forest au Sénégal sera forcément constituée des arbres locaux. Donc, je n'ai pas envie là de faire toute la liste d'arbres locaux, hein, mais dans une food forest au Sénégal, il y aura un baobab, il y aura un fromager, il y aura toutes sortes de choses qu'on connaît déjà, du guerté toubab, du guitare, les cerises vertes, etc., etc., etc. Donc, des choses déjà très importantes ont déjà été dites, et donc je préfère parler de Toloucœur et de ce que je pensais être une solution pour ce que Karine a appelé un Toloucœur, projet que j'aime beaucoup. Et une des techniques pour aller droit au but que je propose et que je pense intéressante, c'est ce qu'on appelle, ce que les Américains, les Anglo-Saxons appellent des wicking beds. Et ces wicking beds sont constitués, c'est un trou qu'on ferait dans le sol comme un lit, comme un matelas, un trou qui aurait la forme d'un matelas et qui ferait 30, 40 mètres et qu'on essayerait de rendre étanche. C'est-à-dire qu'on creuse ce trou qui a la forme d'un matelas, qui a une épaisseur à peu près double d'un matelas, hein, de 40, 50 cm, qu'on pourrait venir étanchéiser par un film plastique, bien que ce ne soit pas la meilleure manière, si on veut aller vers des manières plus naturelles, par de l'argile. Donc, il existe de l'argile un peu partout au Sénégal, et il faut savoir qu'on peut étancher ce wicking bed, donc c'est un lit, tout simplement, d'où vient le mot bed, donc un lit, étanche, dans le but de remettre de la terre dessus, la terre que peut-être on a creusée, mais qu'on viendrait tout de suite mélanger avec du fumier de poule, du fumier de bovin, du fumier de cheval, du fumier d'âne, de la paille, toutes ces choses naturelles, n'est-ce pas, biodégradables, qui pourraient déjà venir nourrir cette terre qu'on viendrait remettre. Donc la terre qu'on a creusée, la remettre dans ce lit avec tout ce qu'on pourrait trouver pour l'enrichir. La paille, le bois, des copeaux de bois, toutes sortes de fumiers, etc., etc. De fientes, de poules, etc. Intéressant dans ces lits, dans le Toloucœur, qui pourrait redynamiser et redonner très vite à nourrir à une famille, c'est de planter des haricots, de l'arachide, et toutes ces plantes finalement qui poussent assez rapidement. Et comme Kevin l'a dit tout à l'heure, une technique magnifique, c'est de tailler et de remettre, reposer au sol pendant un certain temps.
On est dans un siècle où on veut tout rapidement. Il faudrait prendre le temps pour renourrir et recréer du sol, ce sol qui disparaît, comme je le disais tout à l'heure. Il faudrait prendre le temps d'accepter de voir une plante pousser, d'accepter de la tailler, de la reposer sur cette terre, car en fait, ce processus emmagasine des nutriments, emmagasine de la richesse, parce que les nutriments sont une forme de richesse. Ces nutriments nous permettraient plus tard de planter de l'aubergine locale, du djachetou, du manioc, de la patate douce, de l'arachide, pourquoi pas, mais on en produit déjà beaucoup. Du riz aussi ne serait pas idéal, mais plutôt des légumes, de la salade, des tomates, du manioc, des choses comme ça. Donc, une des techniques qui me vient le plus à l'esprit quand on parle de tolooker, c'est-à-dire de produire dans son jardin, ça serait ce qu'ils appellent les wicking beds. C'est un lit étanche, on pourrait, je le répète, étancher avec de l'argile, étancher le fond avec de l'argile, et remettre la terre qu'on a creusée en la renourrissant le maximum possible avec les éléments qu'on a autour de nous. Et ensuite prendre le temps de la planter. Ce wicking bed permet en fait d'utiliser très très peu d'eau pour irriguer ces plantes. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on irrigue une plante dans un sol normal, l'eau, 80% de l'eau a tendance à repartir dans les nappes. Donc ça veut dire 80% d'eau perdue. Le wicking bed permet d'exploiter 90% de l'eau qu'on y met. Ce qui fait que ça diminue même le travail d'irrigation. Donc, pour une femme au foyer qui est en train de chercher à nourrir sa famille, au lieu d'irriguer tous les jours une quantité d'eau, une grande quantité d'eau, elle pourrait irriguer très peu, beaucoup moins. D'où cette technique que je propose et qui me semble intéressante, très intéressante, et qui peut rapidement permettre aux populations ou à toute personne finalement de produire dans son jardin. Sur cela, je vais finir par ce que je voulais être mon introduction. Je pense que le plus important, c'est de renourrir le sol. Et tant que on ne nourrit pas le sol, on ne peut rien faire. Et ce sol disparaît, je le répète. Il faut savoir qu'à l'origine, tout nourrissait le sol, même l'homme. Même les excréments de l'homme nourrissaient le sol. Les déchets de ce que l'homme ne mangeait pas, les eaux, nourrissaient le sol. Les animaux nourrissent le sol. Kevin parlait tout à l'heure de planter des choses qui pourraient nourrir les animaux. Très bien, nourrir les animaux et ensuite le fumier renourrit le sol. Le problème est la pollution du sol. Le problème qu'on a aujourd'hui principalement, c'est qu'on pollue. C'est-à-dire tout ce qu'on rejette dans la nature est pollué, alors qu'avant, tout ce qu'on rejetait n'était pas pollué. Et il faudrait peut-être, je veux profiter pour faire passer un message, que tant qu'on ne prend pas conscience qu'on pollue à travers les produits qu'on utilise à la maison, nous n'arriverons jamais finalement à exploiter et à renourrir le sol. Même les eaux grises, c'est-à-dire les eaux qui s'évacuent. On va demander à Isis de communiquer. Merci de couper son micro. Et on va laisser Lutfi terminer. Super, merci. Et en fait, voilà, là je suis un peu mieux concentré. Il faut vraiment, je veux insister que pour nourrir le sol, ce qu'a dit Kevin était très important, mais il ne faut jamais oublier que tant qu'on rejette dans la nature des choses polluantes, on tue le sol. Et donc, c'est bien de penser à renourrir notre sol, mais il ne faudra jamais oublier que tant qu'on le renourrit avec des produits polluants, on le tue en même temps. Et donc, il ne faut pas que cette initiative soit séparée, si je peux faire passer un message, d'une prise de conscience des populations et de tout être humain vivant au Sénégal, que tant qu'il va rejeter dans la nature des choses polluantes, hein, dans les égouts finalement, hein, dans l'évacuation de sa maison, et ben finalement, on continuera à polluer la terre, mais les sols.
les sols qui peuvent nous permettre un jour de replanter et de se nourrir à nouveau avec les sols que nous avons dans notre jardin. J'espère que je n'ai été plus ou moins clair. Très bien, Lutfi. C'était très clair et ça nous permettra justement de faire une transition sur la prochaine personne qui va venir pour nous donner un exemple concret en fait de Talker qui a été mis en place. Mais juste pour récapituler et surtout pour ceux qui nous rejoignent en cours de réunion, voilà, on a parlé au départ de l'idée de se nourrir, de se soigner, d'avoir une certaine souveraineté alimentaire à travers le projet, donc comme vous le savez, Talker, qui est donc l'idée c'est de produire carrément ce qu'on mange en fait et de manière locale et écologique. Kevin nous a parlé effectivement de la diversité qu'on pouvait avoir, donc de ce qu'on pouvait produire, etc. Et a un peu parlé des sols. Et Lutfi effectivement nous a parlé de l'importance du sol parce que c'est la base en fait avant tout. Sans sol, on peut rien faire. Et si je peux me permettre, peut-être même que le sol, quelque part, c'est ce sol dont tu as parlé, c'est un moyen aussi de gérer les déchets parce que ces déchets en fait dont souvent on veut se débarrasser peuvent nous servir à avoir un sol propice à l'agriculture et justement au Talker. Donc voilà, cette solution est également un moyen de gérer nos déchets, de pouvoir s'en servir. Et donc voilà, on va passer donc la parole à Bertha, qui va nous donner un exemple concret, après tout ce qu'on vient de dire. Merci encore une fois à Lutfi, et qui va nous donner l'exemple du mandala. Donc, Bertha, à toi la parole, et tu peux te présenter avant de... Je remercie déjà tout le monde de nous avoir fait. On a un peu de mal à t'entendre. Je pense que là, c'est bon, hein, d'accord. D'accord, donc je salue tout le monde. En fait, c'est le micro qui frotte sur ton habit. Ça va mieux? Ça va un petit peu mieux, oui. C'est bon. D'accord. Là, du coup, on t'entend plus. Donc, c'est un petit peu normal parce que Bertha se trouve en zone rurale, donc je pense que la connexion n'est pas évidente là où elle se trouve. Mais c'est juste ton micro. Soit tu peux utiliser directement le micro de l'ordinateur, je pense que ce serait mieux. Là, parce que là, justement, j'avais l'impression que ça marchait mieux avec le micro externe. Ah, c'est parfait. Bien comme ça. Très bien, parfait. Ok, super. On bouge plus alors. Voilà, désolée des difficultés là. Et merci de m'avoir invité. Je suis proche de Sindia, où j'ai donc un jardin, un Talker, on dit. Je suis autrichienne d'origine et j'habite au Sénégal depuis 10 ans. Mon expérience avec l'agriculture a commencé quand j'ai fait des études en Autriche, donc en Europe centrale. Et ensuite, c'est dans les Antilles que j'ai découvert l'agriculture plus de manière pratique, donc dans un environnement encore différent, tropical. Et ensuite, voilà, mon petit chemin m'a mené au Sénégal et voilà, encore dans une zone assez différente. Et donc, peut-être quelque chose qui m'avait marqué sur ce chemin-là, c'est que malgré que à chaque fois j'étais dans des contextes très, très différents et que j'avais, je veux commencer de zéro, mon apprentissage, quelque part, la Terre, c'est un organisme qui a ses fonctionnements, qui se régénère, qui respire, et de cette manière-là, où qu'on soit, quand on se familiarise avec elle, on la retrouve ailleurs sous un autre visage. Et pourtant, justement, quand même, il faut toujours continuer d'apprendre parce que non seulement des contrastes aussi forts que des
forêt tropicale aride, mais chaque point et finalement chaque année est différente et il faut qu'on soit toujours prêt à se réinventer en fait et réinventer son approche en étant à l'écoute et donc à travers ce chemin donc il m'a mené de l'université et au Sénégal à travers des la communauté, le Dara de Serigne Babacar Mbow et un Mbacké Kadior qui m'a été d'un grand enseignement sur tous les plans. Eh bien, la lecture est devenue vraiment quelque chose de vital pour moi et de très personnel, dont j'ai besoin quelque peu. Bertha, tu m'entends? Ça grésille beaucoup trop. Je crois que c'est trop dommage parce que c'est destiné à aller dans les villages. Est-ce que tu peux essayer d'enlever de le faire entrer dans les oreillettes? On t'entend pas. Hein. Vous ne m'entendez pas? Non, on t'entend pas. Essayer de faire en direct, en fait. Et si tu peux enlever le casque et faire sans le casque, parce que ça grésille beaucoup. Oui. Je sais pas, est-ce que vous m'entendez? Là, on t'entend, mais c'est pas assez fort. On t'entend, mais si tu peux juste augmenter le son, et c'est parfait. Parce que c'est le casque, en fait, qui faisait que ça grésille. D'accord. Écoute, donc c'est mon casque qui a un problème de l'ordinateur ici. Donc je vais chercher un autre casque. Si tu veux faire passer quelqu'un d'autre, fais passer quelqu'un d'autre, donc cherche un autre casque. Là où t'entends bien, c'est le son qui est pas bon, en fait. On t'entend, mais c'est juste qu'il faut augmenter le son. Oui, ça peut pas être que je cherche un autre casque. D'accord, très bien. Ce qu'on peut faire, on va essayer de... On te laisse le temps d'aller chercher un casque. Et nous, on va essayer de passer déjà aux questions-réponses, dans un premier temps, voir si au niveau du public, on a des questions, et on reviendra avec toi, un peu plus tard. De toute façon, on a Isis par la suite. Bonsoir Isis. Juste après les questions, ce sera à toi de prendre la parole. On va voir au niveau des différents participants. Je vois qu'on est assez nombreux aujourd'hui, c'est très bien. Et donc, c'est ça aussi l'idée de ces webinaires-là, c'est de créer une communauté, de partager. Et ces webinaires, comme Karine vient de le dire, sont destinés à être projetés dans les différents villages pour que tout ce savoir-là puisse servir aux populations. Donc, c'est pour ça qu'on veut que le son soit un peu de meilleure qualité. Mais voilà, tout ce qu'on dit aujourd'hui sera destiné à être traduit dans les villages, à être partagé. Et on essaiera aussi d'avoir une communauté. Là, on est aujourd'hui 25. L'idée, c'est qu'on multiplie cette communauté-là, qu'elle soit à la fois nationale et internationale, pour que qu'on ait vraiment un vivier de savoir. Donc, avant de passer à Isis, on va essayer de voir s'il y a quelques petites questions auxquelles on va répondre maintenant. Et autrement, on donnera la parole au public. Donc, je vais juste vérifier si on a quelques questions et après... Alors, on a déjà Marina Nim qui demande est-ce que les buts de permaculture sont idéales par rapport au projet de Toluca? Ça, c'est la première question. Alors, le paillage également. Nicolas Mang nous demande est-ce que le paillage ou le zaï seraient des techniques intéressantes pour le Toluca? Donc là, on a vraiment deux moyens de nourrir le sol qui nous sont proposés. Et c'est de savoir est-ce que c'est idéal pour le projet de Toluca. Je pense que ça, peut-être Lutfi peut répondre, si Lutfi est toujours en ligne, ou Kevin également. Donc je répète, est-ce que les buts... Oui.
Kevin, je t'en prie. Il a été déconnecté, mais bon, je peux rebondir là-dessus. Oui, je t'en prie, Kevin. Tu peux y aller dans la nuit. Oui, je t'en prie. Donc, je vais reprendre rapidement tout ça là. Donc déjà, pour les buts de permaculture, ça fait partie aussi des techniques utilisées. Aujourd'hui, on s'est plus dirigé vers le trou parce que bon, voilà, ça permet aussi de capter l'eau aux endroits où on n'en a pas beaucoup. Mais aux endroits où le sol, par exemple, est très compact, ben, créer des buts de terre et des buts de permaculture fait en sorte qu'on ait un environnement, ben, pas sous le sol, mais sur le sol, complètement décompacté, dans lequel la décomposition peut se faire et la vie peut s'installer. Donc, ça, je pense que on a répondu à cette question. Puis, pour la question de Nicolas Mbeng sur les ailes, oui, les ailes, c'est en fait le nom technique qu'on donne aux trous dans la terre. Je n'ai pas utilisé ce terme, mais bon, c'est réellement ce terme, donc c'est les ailes. C'est un trou qui est fait dans la terre où vraiment on peut décompacter le sol, mais aussi y ajouter de la matière organique et de la vie. Sachant que, pour rebondir un peu sur ce que Lutfi disait, dans une poignée de terre, on a près de une terre vivante, hein, on a près de 5 à 6 milliards d'êtres vivants, donc de bactéries, de petits vers, de champignons. Donc vraiment, c'est redonner de la vie au sol. Et toutes ces techniques-là, donc que ce soit la butte, le zaï ou le paillage aussi, ben, servent à ça, donc servent à la décomposition et à mettre de la vie dans le sol. Le paillage, j'en ai parlé très rapidement, Nicolas, dans l'introduction, qui est vraiment de couper et créer même son paillage au fil des cultures. Pour finir avec la question de Marie pour la question sur les serpents et les termites, qui sont nos amis dans le sol. Très bien. Merci pour ces réponses, Kevin. Il y a une question en fait qui concerne, on va dire, l'élargissement du talker en zone urbaine, mais ça, on y reviendra un peu vers la fin. Ce sera une question qui nous permettra de résumer et de voir le moyen de développement ou de déploiement de ce projet à l'échelle nationale. Ça, on y reviendra. Alors, Bertha, je ne sais pas si ton micro fonctionne, on peut faire un petit test. Si ça ne marche toujours pas, on va vers Isis pour revenir avec toi. Allô, commencez maintenant. C'est parfait. Ok. Donc tu avais commencé, voilà, tu as un peu moins de 10 minutes, s'il te plaît, pour nous faire un résumé, pour qu'on puisse respecter aussi le timing. À toi. D'accord. Bon, alors voilà. Donc, on m'a mis sur le titre mandala. Maintenant, je pense que le mandala, c'est une forme, donc une forme comme une autre, que moi, j'ai choisi personnellement pour deux raisons. D'une part, intuitivement, j'aime bien son énergie, en fait. Ça a une énergie assez centrée et en même temps qui rayonne et qui se prête facilement aussi à augmenter, à rajouter des cercles concentriques. Et d'autre part, ça permet aussi bien de circuler dedans. Donc, moi, j'ai comme des parts de gâteau, si tu veux, des lits qui sont en forme de parts de gâteau, si tu veux, à partir d'un centre et qui s'élargissent. Et au-delà de ça, j'ai choisi cet emplacement et puis je recommande de choisir comme ça, forcément avec la proximité d'un point d'eau, parce que ça va être quelque chose qui déterminera beaucoup le travail qu'on aura à faire à porter de l'eau. Aussi en fonction des vents dominants, donc d'où viennent les vents dominants et est-ce qu'il y a moyen de les protéger? Est-ce qu'il y a déjà des arbres qui protègent ou est-ce qu'on a la possibilité d'en mettre pour protéger de l'érosion, etc. L'ensoleillement aussi, donc un léger ombrage sur une partie de la journée, ça peut être très bon, mais il faut un minimum aussi d'ensoleillement, il ne faut pas que ça soit complètement à l'ombre. Un bon accès aussi, c'est sur ça que moi j'ai dû un peu rattraper parce que j'ai mis ce jardin bien au milieu de mon petit terrain et après par contre les charrettes avaient un peu du mal à venir quand je faisais venir du fumier ou de la paille, donc il est important d'avoir des accès. La proximité de l'habitation aussi, selon combien de fois on doit s'y rendre dans la journée, ça évite de faire des kilomètres parfois. Donc moi j'ai hâte de m'installer sur mon terrain parce que
pour l'instant, la maison n'est pas prête et j'en fais des kilomètres. Et bien sûr, la qualité du sol, sachant que la qualité du sol au départ, parce que bien sûr, ça, c'est un élément sur lequel on peut travailler et on doit travailler pour l'améliorer, la rendre vivante, la fertiliser, la terre, etc. Donc, voilà, donc je pense que voilà, la forme géographique, géométrique, elle est surtout importante dans le sens qu'on fasse quelque chose qui nous ressemble, en fait, finalement. Parce que on doit s'y retrouver, on doit s'identifier, on doit y être bien. Je sais pas où j'ai lu cette citation que le meilleur engrais c'est l'ombre du paysan, donc ce qui veut dire sa présence. Et donc ça doit être un lieu dans lequel on aime être en fait, passer du temps. Et après, donc je rappelle cet aspect parce que je l'ai souvent rappelé à des gens, à des groupes avec lesquels j'ai travaillé sur ça. Souvent l'entretien des chemins de circulation paraît pas quelque chose de productif parce que c'est une surface sur laquelle après on cultive pas. Pourquoi est-ce qu'on se donne la peine de bien entretenir les chemins, les passages? Eh bien parce que c'est crucial de pouvoir circuler facilement, que ça soit à pied, avec des brouettes. Et voilà, et c'est ça qui va nous permettre justement que notre ombre passe sur toutes les parties du jardin dans chaque journée. Et donc moi, mon jardin, j'y ai fait des lits qui finalement ressemblent. Moi, je connaissais pas ce terme de wicking bed que Lufti, je pense, a évoqué, mais ça y ressemble finalement beaucoup. Moi, j'ai un sol qui est un peu dur et latériteux en fait, ni vraiment sable léger, ni vraiment argileux lourd. Il est assez dur et j'ai creusé sur une profondeur de 30-40 cm. Et en fait, ce que j'ai mis au fond, j'ai bien retenu l'argile et je pense que je testerai ça parce que voilà, j'en ai bien sûr, j'en ai de l'argile qui est sortie de mon puits. Mais ce que j'ai mis au fond, c'est une couche de biochar, donc de poudre de charbon, que j'ai d'une part produit moi-même par un procédé qui est simple et d'autre part aussi récupéré chez les vendeurs de charbon de bois. Et le biochar, donc c'est quelque chose qui permet qui retient bien l'humidité et aussi les éléments nutritifs et que c'est une technique qui me semble très pertinente aussi pour voilà, comme une couche de fond. Et ensuite j'ai donc mis des couches de paille, de fumier, de paille de terreau, de végétaux, de compost déjà semi-mûr. Et je l'ai laissé décomposer sur place le temps de faire mes pépinières. Et donc, je les ai répliquées dans ce terreau qui s'est créé et qui maintenant n'a rien à voir avec la terre en fait d'origine sur mon sol. Et tout au cours de la saison, moi, je fais systématiquement du compost. Moi, on m'appelle Madame Compost et je trouve que le compost, vraiment, il est crucial. D'une part, parce que ça nous permet donc de produire un produit, le compost mûr, qui a un apport chimique pour le sol en termes des éléments nutritifs qu'il contient, qui a aussi un apport physique sur le sol en termes d'améliorer sa structure, de le rendre plus lourd, plus rétenteur de l'eau pour les sols sableux et d'alléger au contraire pour les sols argileux. Donc un aspect chimique, un apport physique, un apport biologique aussi à travers la multiplicité de micro-organismes qui s'y trouvent et qui lui ont permis justement de se décomposer et qu'on va apporter du coup en apportant du compost aussi à la terre. Et donc dans la terre, ce processus de décomposition, d'humification de la terre va se poursuivre. Et aussi au niveau énergétique, voilà, c'est comme un médicament en fait qu'on lui apporte et vraiment ça, je le vois dans le fait que même une petite quantité de compost apportée au pied d'une plante lui permet de reprendre une vigueur dans l'espace, ouais, dès le lendemain. Moi, ça m'étonne à chaque fois. Et quelque part aussi, pour moi, le fait de le faire, ce compost, constamment d'en avoir un dans le jardin, c'est comme un petit hôtel, quoi, pour cette fertilité, pour cet esprit vivant du sol et de la terre, et qu'on honore à travers le fait de maintenir cet endroit en permanence. Donc, super. Oui. On est un peu pris par le temps parce qu'il nous reste à peu près 30 minutes. Donc, on va faire un petit peu un mix de
des deux, en fait, et peut-être te poser une question, puisque tu as concrètement, en fait, mis en place un toe looker. Et il y a une question qui est venue concernant, par exemple, les serpents. Comment les gérer? Le minimum, par exemple, pour mettre en place un toe looker, à peu près, voilà, on a une réponse, mais nous, on voudrait concrètement avoir ta réponse avant de pouvoir passer à Isis, voilà, histoire qu'on puisse aussi respecter un peu le timing qui devient de plus en plus serré. Est-ce que tu peux nous répondre donc sur les serpents et sur la taille minimum qu'il faut avoir pour mettre en place un toe looker? D'accord. Bon, les serpents, c'est, j'imagine, enfin, c'est un peu une question générale quand on vit en campagne. Pour le toe looker, moi, mon toe looker, mon jardin, il est entouré en fait d'un filet de pêche, pas particulièrement à cause des serpents, mais aussi les écureuils, d'autres rongeurs, même les singes notamment. Donc, je l'ai monté un peu haut. On m'a recommandé le filet de pêche parce que comme il n'est pas bien tendu, apparemment, ça les décourage un peu. J'ai déjà eu des dégâts une fois, mais voilà, une seule fois pour l'instant. Et donc, c'est un filet à petite maille qui permet aussi quand même d'empêcher, en tout cas, des serpents, on va dire, de taille. Après, la plupart des serpents, heureusement, quand ils sentent la présence ou le passage, notre passage, ils nous cèdent le chemin. Donc, en fait, bon, par exemple, en saison de pluie, quand on est dans un espace qui est très couvert, que ce soit de paille, que ce soit de végétaux, au fur et à mesure qu'on y rentre, en bougeant, en faisant du bruit, en tapant sur le sol, je pense qu'on a très peu de chances d'en rencontrer un. Maintenant, je ne m'assoirai pas juste à côté d'un gros tas de paille et j'y ferai ma sieste en plein hivernage. Parce que là, si je ne bouge pas, c'est là qu'il risque de me rentrer dedans, on va dire. Donc, bon, après, je suis pas originellement d'une culture qui vit avec les serpents. Je pense qu'il y aura d'autres personnes qui pourront beaucoup plus nous dire comment ils vivent avec eux. J'en ai parlé d'ailleurs avec mes voisins. Il y a des sourates du Coran, il y a des réflexes, il y a des odeurs auxquelles on les reconnaît. Il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est pas moi qui vous en parlera. Grâce à Dieu, j'ai pas encore eu de rencontre majeure. Donc voilà. Maintenant, tu as déjà une question, c'était la taille, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, oui. Alors moi, pour la taille, d'une part, je suis vraiment d'avis qu'il vaut mieux faire petit et bien que se disperser sur un grand espace. Je pense qu'une approche, c'est que dans un toe looker, on part de l'existant et au fur et à mesure qu'on rend ce lieu plus vivant, plus fertile, plus riche, plus habité, l'abondance finalement qui peut en écouler n'a pas vraiment de limite. C'est pas comme un business plan où on se pose un résultat à obtenir et on se donne et on cherche les investissements nécessaires. C'est un peu une démarche contraire. Donc, je pense que en fait, vraiment, moi, je recommanderais de commencer petit, même très petit, de manière à vraiment pouvoir observer cet espace, s'en occuper, y faire le maximum. Et au fur et à mesure qu'on trouve des manières de faire qui fonctionnent, d'augmenter comme ça. Je pense qu'il n'y a aucune taille minimum, ça peut être 1 mètre carré et que ça grandisse au fur et à mesure. Comme tout organisme vivant, finalement, on grandit d'une cellule et voilà. Super, super. Merci beaucoup en tout cas pour tes réponses. Je pense que Kevin nous donnera aussi son avis sur la taille minimum qu'il faut pour un toe looker. Déjà, on peut voir l'importance de cet échange-là et de cette première parce que tu as pris en considération l'idée de l'outfit du Viking Bed que tu n'avais jamais utilisé et que tu vas utiliser. Donc voilà, au moins aujourd'hui, on peut dire déjà qu'une solution commune est sortie à travers cette réunion. Donc c'est très, très intéressant. Et je pense que la transition est toute faite parce qu'on a parlé aussi des serpents avec des solutions, comme tu dis, un peu spirituelles, un peu spirituelles, voilà. Et on va justement passer la parole à Isis Nour qui va nous parler donc de la forêt avec le symbole design de la forêt et la spiritualité, qui pourra aussi répondre un petit peu à la question des serpents et voir quelles solutions on peut avoir par rapport à tous ces éléments naturels, tous ces êtres qui tournent autour, parce qu'on a parlé du sol, de l'importance du sol, on a parlé de la diversité, mais aussi là, on va parler aussi de tout ce qui vit autour, parce que c'est des êtres vivants. Donc, Isis, à toi la parole. Eh ben, je profite pour faire un petit coucou à Isis que je n'ai pas vu depuis longtemps et je m'excuse en éteignant mon micro. Merci.
Vous m'entendez? Hello? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, parfait. Ok. Bon, ben, bonjour à tout le monde et à toutes et à tous. Et donc, je suis au Togo et j'espère que, voilà, c'est un petit test que je vous ai fait. C'est plus un petit texte que juste partir un peu comme ça. Donc, qui suit un peu ce qui m'a été demandé, symbole, design de la forêt et spiritualité. Moi, bon, deux petits mots pour moi, sur moi très brièvement. Hein, j'ai vécu et je suis toujours en lien très très fort avec le Sénégal. Et ça va faire 2 ans que je suis au Togo et les années précédentes, je vivais en Casamance, dans un tout petit village dans le sud de la Casamance, où on a fait un travail de jardin de femmes et permaculture, mis en place la première convergence permaculture avec des gens d'Abéné, de Kafountine, de Diana. Voilà, ça a été un moment superbe. Donc, en ce qui concerne ce texte-là que j'ai écrit sur symbole, allez, je vais vous le lire. Ça va, vous m'entendez tous? C'est bon? Super. Donc, voilà, une opportunité donc, nous est donnée actuellement par la nature et par la mère nature d'œuvrer vraiment à notre bien-être et de préserver ce bien commun à nous tous qui est notre mère terre. Nous sommes vraiment dans une démarche de spiritualité globale. Le Covid-19 n'est en soi qu'un rappel, il n'est ni un début ni une finalité, et si nous ne nous prenons pas en main, et si nous ne décidons pas de faire attention à la terre-mère, je crois que les alertes vont être de plus en plus fortes et vont nous secouer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment d'une reconnexion de l'humain à la terre et que l'humain retrouve réellement sa juste place dans l'écosystème, dans la biosphère. Et ça, c'est important que nous puissions le comprendre. Il ne s'agit pas de montrer du doigt la Lune et de regarder le doigt, mais de bien montrer, de bien regarder la Lune. Donc, il ne s'agit pas simplement de parler de Covid-19 ou autre, il s'agit bien de se dire, est-ce que nous sommes en phase avec la terre-mère, avec la nature qui est elle-même en soi un symbole de matrice, un symbole de vie, un symbole d'unité, un symbole d'amour. Aussi, nous devons être tous et toutes conscients de ces 3 principes majeurs de la permaculture et qui pour moi sont importants, qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et de partager les surplus qui sont donc des valeurs intrinsèques à notre survie et à notre évolution. Et c'est à la fois, chaque principe, chaque mot est à la fois une démarche spirituelle et un symbole. Tout est lié, tout est dans le tout. Il n'y a pas de séparation. Nous ne faisons qu'un, nous sommes qu'un seul corps. Et en cela, la permaculture, qui regroupe à la fois l'agrologie, l'agroforesterie, nous permet donc de créer des espaces, des biosphères qui imitent la nature. Et pour moi, la permaculture est un moyen d'application généreux, plein d'intelligence, plein d'amour. En ces temps spécifiques que nous traversons, donc l'appel à une démarche collective où l'être humain est le moyen et l'élément primordial à ce renouveau doit être pris dans toute sa dimension. C'est pour cela que le mot Ubuntu qui veut dire, et qui est comment dirais-je, un symbole philosophique et spirituel qui nous vient du sud de l'Afrique et de l'Afrique du Sud, Ubuntu qui est ce cœur, hein, qui veut dire je suis parce que tu es, je suis parce que nous sommes, est important à intégrer ou à réintégrer dans nos pensées et actions. Il manifeste dans notre vécu quotidien une réelle démarche collective qui prend en compte tous les vivants de la création dans une attention constante et continue. Il permet une vision holistique comme restauration de la création. Nous sommes un, nous sommes une seule humanité, un seul espace où tous les vivants de tous les règnes vivent et doivent collaborer ensemble pour notre continuité. Dans l'histoire de l'Afrique, les 3 principes de base de la permaculture, et je les répète,
prendre soin de la terre, prendre soin des humains, partager les surplus, ne sont pas loin des formes pensées, actions et attitudes du continent africain. Ils sont cependant actuellement en totale déliquescence, ceci dû à un proche passé où la terre-mère et les vivants étaient plus considérés comme des biens meubles. Cependant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le tolucœur est une vieille tradition africaine qui réunissait derrière la case de la cuisine tout ce dont la famille avait besoin, tant sur le plan nourricier que sur le plan des soins. Et cet espace, c'était les femmes qui en étaient les dépositaires et les garantes, comme nous le savons très bien que les femmes ont toujours été les dépositaires de la vie, de la terre et les garantes de la terre, même si elles n'y étaient pas les propriétaires. En ces lieux de vie, en ces espaces de tout le cœur, la vie et ses profonds mystères avaient une place, on y entrait avec attention, respect et déférence. Ces espaces étaient donc, excusez-moi, ces espaces étaient donc des lieux de connaissance profonde. Car la biodiversité y avait tout son sens, le vivant étant considéré comme un véritable allié. L'humain est, comment dirais-je, une partie du tout. Et c'est ça qui est important de comprendre, que cette alliance avec dans la sphère de la biodiversité entraîne tout un vécu, entraîne toute une démarche, met en place des symboles d'union, d'unité, d'amour et d'interaction. Donc la réactivation du tolucœur, ou bien son implication systémique et globale, réactive aussi dans nos formes, pensées, actions et attitudes, ce que ces espaces avaient de précieux, de spirituel, de profond, avant la rencontre des autres mondes. Parce qu'à partir de la rencontre avec les autres mondes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été, comment dirais-je, tues. Voilà, un bâillonnement. Donc, leur redonner aujourd'hui leur place dans nos vécus, en y incluant des symboles visuels, comme je pourrais dire les Adrinkas du Ghana. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ces images-là. Je ne sais pas où est ah oui, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ces dessins. On appelle ça des Adrinkas. Ils nous viennent du Ghana. Et ces Adrinkas font partie du vécu ghanéen. Et on pourrait les réutiliser, donc, dans nos espaces de tout le cœur. Parce que ces symboles ont une histoire à la fois dans la temporalité physique que dans la temporalité invisible. Donc, redonner aux tout le cœur leur place dans nos vécus et en y incluant des symboles de vie, des designs de nos cultures, de nos traditions et spiritualités africaines, permet de redonner une verticalité tertielle à l'être africain et lui offrir aussi l'occasion de retrouver dans une horizontalité sa juste place dans la biodiversité, cesser d'être un prédateur et redevenir un élément du tout. Voilà, nous avons affaire à à deux dimensions, la verticalité, l'horizontalité, nous sommes dans une croix, dans un partage, dans un lieu de rencontre. J'ai la difficile mission, responsabilité de parfois malheureusement de devoir vous couper. C'est très intéressant. Le temps est en train de filer parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on a déjà fait pratiquement. J'ai pas fait mes 8 minutes. Je suis désolée, j'ai pas fait mes 8 minutes. D'accord. Mais voilà, 2 minutes de présentation, je ne l'ai pas fait, et 8 minutes pour mon texte. Je ne les ai pas fait. Pas de problème. Je vous laisse terminer et voilà, vous avez encore 2 minutes. Ah oui, j'ai encore, il me faut, le texte n'est pas long, voilà, ok. Comprendre que le symbole est donc une représentation porteuse de sens qui apparaît ainsi comme une réalité visible, accessible aux 5 sens, et qui invite à renouer avec des réalités invisibles que nous retrouvons partout en Afrique, et quels que soient les domaines. Donc rien n'est fait au hasard, l'existant répond à une démarche de cause à effet qui lie le visible à l'invisible. Le monde quantique a toujours fait partie de notre existence, et en cela l'Afrique a beaucoup à continuer à offrir à l'humanité. Les Tolucœurs sont une aubaine,
proche des lieux d'habitation. Ils faisaient partie de la zone 0,1, ainsi codifiée en permaculture, parce qu'ils assurent dans leur quotidien, le quotidien aux familles, tant sur le plan nourricier que sur les soins. C'est un coin conçu et réalisé par la communauté avec les femmes comme moteur. Il fait donc appel à la mémoire collective pour un mieux-être collectif. Le Toulouqueur reprend donc cette démarche de symbolisme, de spiritualité, de design d'espace. Il introduit des valeurs humaines, de respect à la mer et à tous les vivants. Ubuntu à toutes et à tous. Je vous remercie. C'est très intéressant et moi j'ai retenu, je pense, un point qu'on peut partager et qu'on peut utiliser vraiment dans tous les domaines, c'est le fait de les trois objectifs principaux de la permaculture qui sont de prendre soin de la terre, des humains et de partager les surplus. Ça, pour moi, c'est très important et c'est quelque chose qu'il faudrait même partager au-delà des questions d'agronomie. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Et je pense que ce sera très intéressant, notamment, je pense à Karine, de pouvoir le traduire en langue nationale et de pouvoir partager justement en milieu rural ces aspects de spiritualité avec les populations. Le temps passe. Seulement Mamadou, mais j'aimerais même l'intégrer dans les projets. Bon, de toute façon, on ne va plus tellement se quitter avec Isis. Hein. Mais je suis contente qu'on enregistre parce qu'il y en a qui ont quitté et qui vont pouvoir profiter des interventions très précieuses de Bertha mais nous y reviendrons. En tout cas, merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Isis. Donc là, on va également passer la parole à Astou qui va nous faire sa présentation et qui va nous parler donc de l'agroécologie entre passion et réalité. Et justement, j'espère en prenant en compte tout ce qu'on vient de dire sur l'importance de prendre en compte le vivant, ce qui nous entoure. Voilà. Donc on va passer la parole à Astou et qui va nous faire donc un retour d'expérience par rapport à ce qu'elle a pu faire. Astou, si tu es en ligne, à toi. Tu as 10 minutes. Voilà, bah, écoutez, je vais essayer de faire vite parce que je sais que le temps est très précieux en ce moment. Je voudrais remercier déjà tous les prédécesseurs les gens qui m'ont précédé dans le webinaire. Et en fait, donc moi, en fait, j'ai été agro-entrepreneur pendant 8 ans à Saint-Galcam. J'avais une ferme de 4 hectares. Où je faisais en fait des légumes bio sous le principe en fait des jardins parisiens. C'est pas des jardins de fleurs, mais c'est que quand Paris n'avait plus de place pour cultiver, ils ont développé ce principe de jardin parisien où en fait sur un espace très petit, on y cultivait différentes spéculations. Et à partir de là, en fait, j'ai été introduite à la permaculture. Donc, je vais pas trop revenir dessus parce que Kevin et Lutfi ont bien expliqué tout cela. Donc, je travaillais sur un sol de type Dior, donc un sol assez sec, assez argileux. Il a fallu, mais il y avait quand même des plantes, hein, il y avait quand même des arbres, il y avait il y a des citronniers, il y a des manguiers, il y a des darcassés et plein d'autres plantes, des pommiers du Cayor. Et j'ai tout laissé tel quel. Le sol était, le terrain est très accidenté. Et à travers la permaculture, j'ai respecté en fait tel qu'il était et en fait des plantes fertilisantes comme l'acacia, je ne vais pas revenir dessus, mais aussi avec des bêtes, notamment les poules qui permettaient de refertiliser le sol et de gratter le sol et de le nettoyer. Donc, je ne suis plus dans l'agriculture classique où je faisais des légumes bio. Mais par contre, aujourd'hui, je suis une grande avocate de cultiver ce que l'on mange le plus. Et il se trouve qu'au Sénégal, pratiquement tout pousse. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un très grand espace. Vous parliez d'espace tout à l'heure. Donc, en fait, à travers en fait un petit balcon, vous pouvez avoir au moins 10 spéculations et 2 arbres fruitiers. Et c'est très facile avec des pots, avec des lits, en fonction du design de votre espace direct et tout ça. Moi, en fait, je suis rentrée dans ça pas parce que en fait je suis une professionnelle de ça. En fait, c'était plutôt en fait pour soulager des maux que j'avais, notamment des douleurs chroniques.
dans le désir en fait de vraiment préserver un capital santé et aussi de transmettre en fait et de rendre notre monde plus agréable. Donc là aujourd'hui, je suis beaucoup dans une dynamique de faire en fait des poumons ouverts au Sénégal, notamment à Dakar, et j'essaye de travailler avec des gens comme vous, comme Biophilia, notamment avec des daras. Donc aujourd'hui, 4 daras, 17 écoles pour inculquer en fait cet amour et ce respect de la nature à nos enfants pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre autonomie alimentaire aussi. Et puis pour manger bien, c'est meilleur, c'est bon, il y a un peu d'amour, un peu de graines, un peu de soleil. Donc toute cette énergie se retrouve dans la graine et repousse. Ça me fait mal en fait de voir en fait mon pays et puis tous ces savoir-faire. J'ai appris aussi beaucoup en fait avec des tradis praticiens au Sénégal en fait qui m'ont expliqué plein de choses. Donc par exemple, le papayer aujourd'hui en fait est un arbre à pharmacie où on peut utiliser en fait et les racines et les feuilles et les graines et bien entendu le fruit. Vous avez le meurboeuf qui s'appelle en fait le melon amer qui aide énormément pour pas mal de pathologies sérieuses de la peau. Toutes ces choses peuvent être cultivées pas très difficilement dans la maison. Vous avez le corosolier, vous avez en fait toutes ces choses-là. Donc moi, j'aimerais juste dire en fait qu'à partir d'un mal physique, j'ai redécouvert la nature qui m'a fait énormément de bien. Comme Karine le disait plus tôt, et comme j'ai appris aussi en Inde, ce qu'on mange, c'est soit du poison, soit un médicament. Et je pense que chacun d'entre nous, on peut tous avoir un peu d'artémisia, un peu de papayer, un peu de tout ce qu'on peut avoir, hein, tant qu'on a du soleil et de l'eau et de la terre. Donc, je reste en fait à la disposition de vous tous en fait pour partager en fait mes expériences et vous aider en fait à avoir en fait un potager, c'est-à-dire si vous pouvez pas, c'est clair que vous pouvez pas faire des champs de maïs ou des choses comme ça. Mais si vous mangez de l'oignon tous les jours, des tomates tous les jours, cultivez-les. Donc voilà mon message et je reste à disposition pour les questions à travers en fait les réseaux sociaux de Biophilia et de Tolucœur bien sûr. Je vous remercie. Je ne vous entends pas, Mamadou, vous avez oublié de mettre votre micro. J'ai oublié de mettre le micro. Merci beaucoup, Astou. C'est un exemple parfait en fait, qui nous montre que c'est possible. Parce qu'on a eu la technique, on a eu de l'expérience en zone rurale. On a aujourd'hui l'expérience avec toi qui peut développer ça en zone urbaine. Et je pense même que tout à l'heure, une question viendra au sujet, par exemple, de ceux qui n'ont pas de jardin, qui habitent en immeuble. Donc voilà, en tout cas, c'est prometteur et c'est encourageant pour tous ceux qui veulent se lancer. C'est possible, tout simplement. On reviendra à la fin sur la question concernant... Amadou, s'il te plaît, 2 minutes, oui. Tu vas passer à autre chose. Alors, juste pour dire que je voulais juste redéfinir Tolucœur et remercier Astou pour sa contribution et son intervention parce qu'il y a des questions pour les zones urbaines qui sont importantes. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc vraiment, c'est un programme d'urgence à destination des villages compte tenu de la crise et de l'impact économique, parce qu'il y a l'après-crise aussi. Et donc le Tolucœur, c'est la réactivation, c'est vraiment tout ce que vous avez dit. Et en même temps, milieu urbain, c'est important de le faire aussi. Et moi, je ne vais pas pouvoir être sur tous les fronts. Donc si ça sensibilise et si vous pouvez en fait le perpétuer, ben, de la même manière que je ne suis pas du ministère de l'Agriculture, je serai en appui très fortement pour ça. Et nous avons donc déjà le projet avec Ecolibri que je vais visiter demain, il me semble, hein, je ne sais pas si, je crois que je ne trahis rien, peut-être autour de la mosquée de la Divinité, de faire, et puis à un autre endroit aussi, mais plus privé, que je vous parlerai plus tard, de faire donc du coup des Tolucœurs de démonstration. Mais le Tolucœur à la base, c'est la souveraineté alimentaire en passant d'abord par la sécurité alimentaire, et c'est à destination des personnes qui n'ont pas accès en fait. Hein. Voilà. Mais il ne faut pas croire qu'en zone urbaine, on est autonome, hein, parce qu'on mange beaucoup plus de poison qu'autre chose. Donc la solution urbaine, il faut vite la développer. Voilà. Mais moi, mon travail, c'est les villages. Merci. Parfait. Donc transition bien faite. Astou, c'est une passe décisive que te fait Karine pour le développement de ces projets en zone urbaine.
Et comme on dit, à quelque chose malheur est bon. Le Covid nous a montré qu'en zone rurale, il y a une nécessité de se nourrir, parce que là, c'est un besoin. Et en zone urbaine, on mange du poison. Donc, c'est l'occasion peut-être de permettre aux gens de produire ce qu'ils mangent directement, que ce soit donc, au sol ou sur les balcons. Et je pense qu'on pourra développer ça. Astou, tu as l'occasion. Comme ici, ce sont des personnes, comme sûr, comme Bertha, comme tout le monde. Mais Astou a particulièrement développé la transformation aussi de ces produits en produits de santé, en produits cosmétiques. Donc, il y a vraiment tout un monde et je peux tout à fait, enfin, j'ai normalement une convention en cours avec le ministère de l'Urbanisme. Donc, on en parlera lors d'un prochain webinaire. Voilà, j'arrête de prendre du temps. Pardon. Avec plaisir. De toutes les façons, les zones rurales, je connais très bien, les problèmes très bien, parce que j'ai travaillé au PRODAC pendant 4 ans, le programme des domaines agricoles communautaires. Juste un problème de philosophie dans la démarche, mais en fait, le Tolhooker en fait est très très important en fait pour le pays sénégalais, toutes les régions à l'intérieur du pays. D'accord. Merci beaucoup également à Isis qui nous parle des jardins urbains qu'elle a mis en place à Lomé. Donc voilà, je pense que c'est un projet qui nous rassemble un petit peu tous et qui va certainement aussi être une des suites du projet de Tolhooker. Alors, on avait, avant de passer aux questions et de conclure, parce qu'on est arrivé au bout du webinaire, on avait Mansour Ndiaye pour nous parler du respect des traditions villageoises dans la pratique des Tolhookers. Je ne sais pas si Mansour est en ligne. Mansour, est-ce que Mansour est en ligne? Je n'ai pas l'impression que Mansour était en ligne depuis tout à l'heure. Bon, pas de Mansour, il me semble. Mais en tout cas, voilà, on est en termes de... Oui, Kevin, je t'écoute. On peut passer aux questions peut-être avant de laisser la parole à Mansour. Le temps peut-être qu'il se connecte. Donc, il y avait également la question concernant les pesticides. Le type de pesticides à utiliser, peut-être que ça, c'est une question pour vous tous, hein, parce que vous avez eu de l'expérience, Kevin, que ce soit Kevin, Bertha, voilà, Isis ou Astou. Est-ce que vous... Parce que ça, c'est une question aussi qui revient souvent. Même moi qui suis un petit peu aussi dans le domaine du maraîchage, etc., du jardinage, souvent, il y a la question des pesticides qui est demandée, parce que c'est souvent des magasins qui vendent des produits qui ne sont pas spécialement bio. Est-ce que vous avez un retour d'expérience concernant les pesticides à utiliser? Moi, je pourrais faire un lien rapide avec tout ce qui est dit et les pesticides en particulier. Donc, Lutfi parlait de vie dans le sol. Bertha, donc de faire avec ce que le terrain nous donne. Isis parle aussi d'interaction entre les différentes espèces. Et Astou parlait de cultiver ce qu'on mange. Donc, les pesticides contribuent aussi à tuer la vie dans le sol. Donc, va à l'encontre de ce que Lutfi disait. Isis parlait d'interaction entre les espèces. Donc, plus il y a de vie dans le sol, donc plus il y a de vie sur le terrain, donc plus il y a de fleurs, par exemple, on aura des pollinisateurs, on aura aussi des insectes qui sont attirés par ces fleurs, mais qui mangeront d'autres insectes qui sont là pour eux détruire les plantes. Donc, c'est un équilibre qu'il faut chercher à créer dans la zone. Et bien sûr, quand on parle de sécurité alimentaire et de nécessité alimentaire, il y a des produits naturels comme l'huile de Nîmes qui peut être utilisée vraiment dans la mesure du nécessaire pour mettre fin à une invasion, parce que l'huile de Nîmes va tuer, oui, des insectes ravageurs, mais va aussi tuer de bons insectes. Donc, moi, je serais plus partisan de la diversité dans le sol et créer ces interactions entre les différentes espèces pour contrer tous ces ravageurs, on va dire. Et le fait aussi de multiplier les espèces dans le sol, dans la monoculture, avoir une seule espèce à un seul endroit, un jour, c'est que dès qu'il y a un plant qui est fait, la propagation de la maladie c'est facilement au plan suivant. Et je pense qu'Astou pourra peut-être nous aider là-dessus. Je vois qu'elle a débloqué son micro, étant donné qu'elle a peut-être fait l'expérience dans tout ça, donc je lui laisse la parole. Alors, moi, les techniques que j'ai utilisées, bon, effectivement, j'ai utilisé pas mal de Nîmes, notamment comme nématicide.
Mais j'ai utilisé des techniques dont tu parlais plus tôt, c'est-à-dire l'association des plantes. Donc, quand vous avez, par exemple, en fait, des tomates ou des solanacées en général, il est intéressant de mettre à côté, en fait, du basilic qui repousse, en fait, le type d'insecte qui est attiré par les tomatiers ou les solanacées en général. La deuxième technique, en fait, c'était des techniques un peu malignes, comme diluer un peu d'eau, un peu d'huile dans de l'eau afin que les insectes, en fait, soient inconfortables sur la feuille et glissent. Ça marche très bien. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça que les gens peuvent utiliser, notamment, en fait, quand c'est des espaces qui sont pas trop grands. En fait, on parle pas, en fait, de culture de masse, de monoculture, évidemment. On parle vraiment de permaculture et de faire quelque chose qui fasse pas de mal, en fait, au sol ou à l'environnement en général. Donc, moi, c'est des techniques que j'ai beaucoup utilisées, des trucs comme le bicarbonate de soude, un peu d'eau de savon noir, des choses comme ça qui mettent, en fait, qui tuent pas, en fait, l'écosystème, mais qui le rend inconfortable et qui protège quand même la plante. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Juste pour l'exemple du Covid, c'est pareil. En fait, dans un écosystème riche, il y a des autoprédateurs qui vont nous permettre de nous protéger. Et dans un écosystème faible, c'est là où il y a la propagation de différentes parasites, etc. Donc, c'est important d'avoir un écosystème riche et d'utiliser l'existant pour se protéger. Je pense qu'on est arrivé au terme. Pardon, Mamadou, je suis désolée. Juste pour dire qu'il va y avoir un webinaire entier là-dessus. On peut pas traiter ça en 2 minutes, c'est hyper important. C'est même essentiel. L'origine des semences, leur qualité et comment est-ce qu'on traite. Donc là, c'est un webinaire. Le premier, il est une longue série parce que nous devons tout apprendre, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et pour autant, ça doit être des producteurs à croissance rapide. C'est un thème trop important et c'est celui du prochain webinaire. Voilà. Et Mansour est en ligne apparemment. Oui, tout à fait. Merci Karine pour la transition. Donc, le prochain webinaire, hein, c'est quelle qualité de semences, quelle association de plantes entre elles, quelle forme géométrique, avec, donc il y aura des interventions d'autres invités qui seront locaux ou internationaux. Donc, on vous invite tous à y participer. On vous enverra l'invitation le moment venu. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé. Je pense qu'on a respecté le timing. Karine, je peux te laisser peut-être la parole pour conclure cette... Mansour est en ligne. Mansour est en ligne, d'accord. Donc, Mansour, voilà, on va... Parce que c'est bientôt la rupture du jeûne. C'est pour ça que je suis un peu inquiète d'amis. C'est ça. On va quand même, Mansour est en ligne, on va quand même lui donner le soin de partager son expérience et nous... Et nous parler, peut-être même ce sera une conclusion, nous parler en fait du respect des traditions des villageois dans la pratique du tolokor, parce qu'au départ c'est destiné à eux, et il faut savoir comment les aborder. Donc Mansour, une intervention qui va faire office de conclusion. Merci Mansour, à toi la parole. Alors, je ne vois pas Mansour en ligne. Non, ici, je pense qu'il s'est déconnecté, Karine. Il s'est déconnecté. Moi, j'ai un message de Raïfa qui me dit qu'il est en ligne. D'accord, parce que moi, j'ai vu, il a fait des va-et-vient, donc il n'était pas forcément en ligne. Est-ce que, en attendant, voilà, on va prendre encore 2 petites minutes. Est-ce que tu as peut-être, Karine, la date du prochain webinaire et quelle est la suite, en fait, qui va être donnée à ce webinaire-là en termes de diffusion, d'enregistrement et de partage dans les villages? Est-ce que tu as un timing déjà préparé? Oui. Alors, en fait, ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrive à faire un webinaire tous les 15 jours. Nous avons encore beaucoup d'intervenants et beaucoup de richesses à partager ensemble. Et il y a une double vocation. Hein. La première, c'est de créer un réseau authentique et fort entre nous, sur le plan national comme sur le plan international. Il y en a beaucoup qui se poursuivent. Parce que ces techniques, en fait, elles vont à réactiver comme des exercices
cela est à réactiver et existe de façon ancestrale depuis très longtemps. Aujourd'hui, on va les conjuguer avec des technologies modernes, comme l'énergie solaire, peut-être, ou l'éolienne, peu importe, le gaz, et plein d'autres technologies. Et donc, nous avons tout cela à co-créer ensemble. C'est la leçon de cette crise sanitaire, c'est vite pourvoir à notre propre autonomie, à notre souveraineté, qui n'est pas, et moi, quand je parle de souveraineté alimentaire, je parle de tous les propos qui ont été tenus par ces femmes, ces belles femmes que nous avons entendues aujourd'hui. Alors, le prochain webinaire, il va falloir qu'on présente, peut-être avec des visuels, on va voir qui va pouvoir nous aider là-dessus, de design, concrètement dans toute la liste, parce que nous avons déjà listé les céréales, les métriques dans les collecteurs, et peut-être qu'on va en rajouter d'autres avec vos conseils, mais lesquels on plante exactement avec lesquels. Et je vous invite notamment à ce sujet à suivre dans le Facebook, c'est indiqué dans le Facebook de Touloucœur. Il y a une vidéo qui a été faite par Kevin pour vraiment apprendre ce que c'est que les 7 couches de permaculture. Donc, dans 15 jours, je n'ai pas la date sous les yeux malheureusement, et en plus, je n'ai pas mes lunettes. Dans 15 jours, nous avons un prochain webinaire, sûrement avec Jean-Pierre Renaud, qui est le président agro de Montpellier, mais qui est aussi le cofondateur de Livelihood. Voilà, donc là, c'est un agro. Et puis, on va avoir Miguel qui est avec nous ce soir et qui est un des premiers permaculteurs du Sénégal, je pense, hein, avec Isis, et qui fait un travail formidable en Casamance. Nous allons sûrement aussi faire intervenir pour tout ce qui touche à la transformation, mais je n'ai pas encore eu son accord, Pierre-Gilles de Baobab des Saveurs. Bref, on vous prépare un beau cocktail. J'ai l'intention de demander également à Isis à être avec nous en permanence et peut-être à Lucie et Kevin. Donc, à vous de nous dire maintenant par SMS si cette intervenance est trop pour vous. Ce qu'il y a, c'est que nous avons beaucoup à faire, à dire, mais à faire dans le concret. Et tout cela doit aller dans les villages et doit être traduit dans les différents dialectes. Alors, je ne sais pas si tout cela est confus ou clair pour vous. Mamadou, sous ton contrôle, est-ce que ça te va comme réponse? Oui, ça me va comme réponse, ça me va très bien. Donc, on va devoir conclure parce qu'on est arrivé, je pense, au terme avec les journaux, etc. On va essayer en tout cas, voilà, sous le contrôle de Karine, on va essayer aussi, au-delà de la vidéo, essayer d'avoir un récapitulatif qu'on va mettre à disposition sur la page Facebook, afin que les gens puissent tirer des enseignements de tout ce qu'on vient de dire et que ça puisse être diffusé, parce que le but aussi, c'est qu'on mette en place tout ce qu'on vient de dire. Voilà, merci à tous les intervenants, merci à Karine de nous avoir conviés à ce que c'est toi là, qui nous a conviés à cette table ronde. Merci à tout le monde. Et peut-être le mot de la fin, c'est Ubuntu, hein, fraternité et solidarité. Ubuntu. Ubuntu. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.